Alors, les divrei Torah seront dit pour la réfoua shlema de Yaakov David Noam, ben Charlotte Noah Denise, de Charles Avraham ben Charlotte Noah Denise, pour la tzlacha de Aaron Moshe ben Mesaouda et de Charlotte Noah Denise bat Sabrina. Parashat Shlach en Eretz Israël et Parashat Be'alotecha en Chutz Laaretz. Alors, on va essayer de concilier un petit peu un enseignement commun entre Parashat Shlach et Parashat Be'alotecha, afin de trouver un enseignement commun et de rallier les deux. Donc, Shelach Lecha Nashim, ici dans la paracha de Chumash Bamidbar, c'est pas détaillé de façon très précise comme ça l'est dans Chumash Devarim. Là, il y a marqué juste Vaidaber Adonai el Moshe lemor Shelach Lecha Nashim viatur et Eretz Knan. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Shelach Lecha Nashim. Dans quel contexte, Shelach Lecha Nashim, dans quel contexte faut-il envoyer ces explorateurs? Est-ce que Hachem a initié cette mission des explorateurs? C'est pas marqué ici trop, mais dans quel contexte? Pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu? C'est marqué. Mais la question, elle est pourquoi, qu'est-ce qui a précédé? Pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu Shelach Lecha Nashim? Ici, dans Chumash Bamidbar, il n'y a rien de précisé. Tout d'un coup, Vaidaber Hashem el Moshe lemor Shelach Lecha Nashim. Mais dans Chumash Devarim, c'est détaillé lorsque Moshe Rabbeinu fait adresse à reproche au Ham Israël. Il leur dit Vatikrevun elai kulechem vatamru nishlecha nashim lefanenu. Donc Moshe Rabbeinu détaille avec plus de précision ce qui s'est passé. Donc l'immense tragédie des Meraglim, le Ham Israël a demandé à Moshe Rabbeinu nishlecha nashim lefanenu, et Moshe Rabbeinu consulte Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui dit Shelach lecha nashim yatur et Eretz Kenan. Quand il s'agit de décrire ce qui s'est passé concrètement à la fin du Meraglim, donc on ne détaille pas ce qui a écrit précédemment. Lorsqu'il vient leur faire la Tochecha, dans Chumash Devarim, leur reproche d'avoir cherché à envoyer des Meraglim. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, ok, le Ham Israël demande à Moshe Rabbeinu, Nishlecha nafshim lefanenu, il veut envoyer des Meraglim. Moshe Rabbeinu, non, vous avez raison, M. Cohen, j'ai l'intention de parler de ce dont vous voudriez. 2 secondes. Donc, Moshe Rabbeinu intervient après que Kadosh Baruch Hu lui dit Shelach lecha nashim. Pourquoi il lui dit Shelach lecha? Il aurait dû dire Shelach nashim. C'est quoi Shelach lecha? C'est quoi Shelach lecha? Shelach. Az Rashi nous dit Shelach lecha ledaatcha. Ledaatcha. Ani eni metzave lecha. Im tirtze Shelach. כפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה נשים לפנינו, כמו שנאמר ותקרבו עיני כולכם, ומשה נמלך בשכינה, משה קונסולט השם. אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה. Et finalement, il dit שלח לך. Donc ça veut dire שלח לך, ça veut dire qu'ils avaient la possibilité. Akadosh Baruch Hu lui dit, moi je te demande rien. Baïkaron, ils peuvent rentrer en ayant confiance. Mais déjà, שלח לך. שלח לך לדעתך. C'est-à-dire, si toi tu souhaites envoie les Meraglim. Et la question c'est comment Moshe Rabbeinu a entendu le Shelach Lecha le Da'atra? Hachem lui a dit Shelach Lecha, c'est tout. Après, évidemment, ce qui va se passer, on le connaît malheureusement, et il y aura une erreur tragique. Mais comment Moshe Rabbeinu? De deux choses l'une. Ou c'est bon, et Hachem devrait donner l'injonction, comme il en a l'habitude, ou c'est mauvais, et il n'y a pas d'injonction divine. Et ici, on rentre dans une phase où Hachem, pour la première fois, d'ailleurs, l'unique fois dans le désert, Hachem, il donne des ordres, oui, non. Et là, il dit, Shelach lecha, ledaatra, fais ce que tu veux. Moi, je ne te demande pas, mais si tu veux, envoie. Comment Moshe Rabbeinu a perçu ce ledaatra? C'est mauvais ou c'est bon? Si c'est bon, pourquoi Hachem ne demande pas? Si c'est mauvais, alors pourquoi envoyer? Comment comprendre, comment saisir ce mot-là, cet unique mot, lecha? Ou c'est bon, ou c'est mauvais. Si c'est bon, Hachem aurait dû dire Shelach, oui, il faut. Et la maïs, c'est mauvais. Parce que si Hachem ne leur donne pas, c'est que c'est mauvais. Si c'est mauvais, alors pourquoi Moshe Rabbeinu envoie?
comment on entend le Lédatra? Finalement, il s'avère que c'était une grosse tragédie. Mais alors, c'est-à-dire quoi Lédatra? Alors oui ou non? Si c'est mauvais, alors non. Et si c'est bon, alors oui. C'est comme si Hachem il dit fais ce que tu veux. Comment M. Rabbeinu il a entendu ça? D'ailleurs que, ouais, comment on dit ça? Moi je ne te demande pas. S'il faut, il faut. S'il ne faut pas, il ne faut pas. Donc, on peut donner plusieurs explications à cela. Alors, on va essayer de voir une interprétation du Rabbi Lubavitch dans l'écouté Sichot. Je vois que dans plusieurs endroits, il le développe avec quelques nuances. On va essayer d'adapter ça et de dire une petite idée. En réalité, quand on observe la période du désert, c'est une période où l'homme Israël va, comme un enfant, être dans un cocon protecteur. Au début d'une vie, toujours, il y a des contextes très protecteurs, des contextes qui permettent donc d'imprégner et de donner les forces à tout enfant pour faire face aux réalités de la vie. Un enfant fragile comme il est n'est pas en mesure de faire face aux réalités de la vie. Il va falloir, dans un premier temps, l'éduquer. C'est quoi l'éduquer? L'éduquer, c'est de lui donner les capacités à faire face aux réalités de la vie. La vie a différents défis et un enfant qui n'est pas éduqué n'est pas en mesure de faire face à ces réalités. L'objectif de l'éducation, c'est pas qu'il reste toute sa vie dans le cocon. Le cocon est un moyen pour lui permettre d'arriver donc à faire face à tout ce à quoi il doit faire face. La période du désert, elle était nécessaire dans un premier temps parce qu'il fallait qu'ils s'imprègnent de la manne, qu'ils voient ce qu'ils ont vu avec Mahamad Sinaï, et quand ils vont être imprégnés de ce dont ils ont été imprégnés, alors là, ils vont pouvoir entrer en Eretz Israël pour faire ce qu'ils ont à faire. Ouais, comme on a déjà expliqué, le Midbar était une phase de désert dans lequel il n'y a rien d'autre que l'attachement à la Torah. Et lorsqu'on met un enfant dans une phase où il n'y a rien d'autre que l'attachement à la Torah, il s'y attache fortement et puis il a toutes les chances de réussir. Mais l'objectif n'est pas le désert. Le désert, c'est une phase. L'objectif, c'est qu'il permet de faire face aux réalités de la vie. Donc, quand je vois un enfant et que mon rôle n'est pas de lui faire ce qu'il doit faire quand il est dans le cocon protecteur qui est l'éducation, donc la période d'éducation, c'est pas ça l'objectif. C'est pas l'objectif, c'est pas là. L'objectif, c'est dehors. C'est quand il fera face aux réalités, quand il aura 30 ans, 40 ans. M. Cohen, quand est-ce qu'on sait qu'une éducation est réussie? Alors, je réponds à votre place. Quand, à 30 et 40 ans, quand est-ce que vous savez que vous avez réussi l'éducation que vous avez donnée à votre enfant? Quand il a 15 ans? Non, non. Quand il a 20 ans? Non plus. Quand il a 30, 40 ans, c'est là que vous savez que votre éducation paye. C'est là, c'est 50 ans même. Ouais, c'est là que ça porte véritablement les fruits. L'objectif sont ce qu'ils doivent. Donc, les petits-enfants, c'est ça que. Ok, très bien, excellent. Et l'objectif, à chaque fois que je dois prendre une décision dans cette phase éducatrice, l'objectif, c'est pas ce qu'il va, ça m'intéresse pas, c'est pas là. Ouais, c'est pas ça. Celui qui pense que c'est faire maintenant, il n'a rien compris. L'objectif, c'est que chaque fois, je dois essayer de me projeter. Si je lui dis de faire ça, qu'est-ce qu'il fera à l'âge de 30 ans? Si je lui dis de faire ça, qu'est-ce qu'il fera à l'âge de 30 ans? Etc., etc. Ça, c'est le yesod. D'ailleurs, chinour, par définition, d'ailleurs. Chinour, par définition, chinour, ça veut dire mettre dans une phase. Comment on dit Hanouka Tabayt, l'inauguration, c'est-à-dire mettre une maison dans un contexte qui lui permettra de s'inscrire dans la durée. Chinour, c'est aussi, c'est la même chose, la même racine que Hanouka Tabayt, c'est mettre un enfant dans le contexte qui lui permettra de s'inscrire dans la durée. Et si ne pas lui dire de ne pas faire la tuila, ou en tout cas, non, pas lui dire de faire la tuila, lui permettra de prier à 30 ans, eh bien, ça veut dire que le chinour ici, c'est de lui dire de ne pas le faire la tuila. Si j'accable un enfant, je l'accable en fais la tuila, et que maintenant il fait parce que j'ai un ascendant sur lui, sinon je lui tire l'oreille ou je le prive d'un dessert, et qu'à 30 ans, il est tellement écœuré de la tuila qu'il ne vient plus à la choule. Alors j'ai échoué, pourtant à l'âge de 10 ans, il était tout gentil, il faisait la tuila, mais je l'ai dégoûté de la tuila. Alors qu'au contraire, quand je lui dis, je le laisse, il ne fait pas la tuila, eh bien, il ne fait pas la tuila. Il est bar mitzvah, il n'est pas bar mitzvah.
Même quand il parle mitzvah, quoi. Moi, j'ai besoin de lui dire de faire la tefila, il ne sait pas qu'il va faire la tefila. Lorsqu'à 30 ans, il fera la tefila, c'est parce que je ne lui ai pas dit quand il est petit de faire la tefila. Non, c'est ça l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Des fois, ne pas dire, c'est ça qui lui permet. L'objectif, c'est pas. Be'alotecha et tanerot. Pourquoi est-ce qu'on parle be'alotecha et tanerot? Alors on aurait dû dire be'adlikra et tanerot. Lorsque tu allumeras la menorah, el moul pena menorah yahiru shiva tanerot. Toutes les nérodes devront être orientées vers le centre. Ça veut dire quoi? Quand tu monteras les nérodes. Les nérodes, on ne les monte pas, on les allume. Nous disent Chazal, c'est-à-dire qu'il faut allumer de telle façon à ce que la flamme monte toute seule. C'est-à-dire, si un Kohen, il allume la menorah, la flamme prend sur la mèche. Mais elle ne prend que parce que je la tiens, que je la soutiens. C'est une flamme qui prend que par soutien. Ce n'est pas la mitzvah de Be'alotra. C'est pas Be'adlikra. Tu as allumé, la mèche a pris. Mais ce n'est pas la mitzvah de Be'alotra. Be'alotra, ça veut dire que tu dois faire en sorte que la flamme brille même lorsque tu ôtes la main, lorsque tu ne l'allumes pas. S'il y avait marqué Be'adlikra, j'aurais dit Davka quand tu aussi même quand tu la soutiens. Finalement, elle a pris feu. Non. Be'alotra. Mais Léa, toute seule. Si elle a besoin de tout soutien, tu n'as pas allumé. Be'alotra est un. C'est que la mitzvah n'est pas d'allumer, c'est que la flamme soit indépendante. C'est ça la mitzvah. La flamme soit indépendante. Et je rajouterai, la mitzvah n'est même pas uniquement d'allumer de telle façon à ce que la flamme soit indépendante. Non. Marqué dans le Rambam, Ilchot Biat Mikdash, Perek Tet. Marqué dans le Rambam qu'un zar, il est kacher la adlik et menorah. Et comment il va allumer la menorah? Le zar, lui, il ne peut pas. Là, zar, celui qui n'est pas Kohen, il ne peut pas pénétrer le Hechal. Comment il va allumer la menorah? Il dit le Rambam, pas de problème. Tu prends la menorah, tu la sors à l'extérieur, le zar l'allume et le Kohen la pose là où elle doit être posée. Où il est l'allumage? L'allumage ne fait pas partie de la avoda. Le zar, il a allumé. La avoda, c'est que ce soit allumé. Si le maaseh mitzvah, c'était la avoda, c'était l'allumage, alors il doit se faire dans le Hechal, dans le Kohen. Et dans la menorah, dit le Rambam, c'est pas d'allumer, c'est que ce soit allumé. C'est ça que le Kohen doit, la mission qu'Hachem donne à Aaron à Kohen, Be'alotra et Tanirot. C'est même pas quand tu allumes, quand tu veilleras à ce que la flamme soit indépendante, l'endroit où elle doit se trouver. Ce que tu dois faire, quelle est la avoda de la menorah qui incombe au Kohen, c'est le dishun, la hatavat Tanirot, c'est-à-dire nettoyer et rendre le réceptacle apte à accueillir une flamme indépendante. C'est ça la mitzvah qui incombe au Kohen. Voilà. C'est pas la ka est un marchir. La mitzvah, c'est que ce soit allumé. Donc, mais là, si je sors, si le Kohen a nettoyé et il a mis les mèches, l'huile, les mèches, et que le zar à l'extérieur, donc on n'est même pas dans le Heichal, là où se trouve la menorah, allume, et moi, le Kohen, plutôt, la place là où elle la place, à partir du moment où elle brille à l'endroit, indépendamment à l'endroit où elle doit être posée, c'est la mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est pas l'allumage. La mitzvah, c'est de faire en sorte que ça brille indépendamment. Donc quand on cherche à allumer une âme, la mitzvah, c'est pas de l'allumer. Des fois, en l'allumant pas, c'est là qu'elle brillera. L'essentiel, c'est ça, c'est la totsa. C'est le résultat. Si tu penses que l'ikra est un érot et que la flamme tient uniquement avec ton soutien, alors tu n'as pas fait la mitzvah. Il faut qu'elle brille toute seule. Ok, mais peut-être en l'allumant? Non, même pas. Des fois, tu n'allumes rien. Laisse-la. L'essentiel, c'est qu'elle brille toute seule. Même pas par toi. La mitzvah n'est même pas que ça se fasse par toi. C'est par toi, j'entends par là, tu l'as. Non, des fois, tu n'allumes pas. Si à la fin, la flamme brille, alors, tu as tout fait. C'est ça, le yesod. Et là, il y a toute l'ambivalence et l'équilibre très, 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 très sensible et très délicat entre l'investissement,
le non-investissement pour obtenir un résultat. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est qu'il soit indépendant. Ouais, même quand dans l'enseignement, la mitzvah, c'est vers Hamidou Talmidi Marbe. Hamidou Talmidi Marbe, c'est quoi Hamidou? C'est comme Balotret Anerot. Ça veut dire, il n'y a pas marqué Velimdou Talmidi Marbe. N'est-ce pas dans Pirkei Avot? Il n'y a pas marqué Velimdou Talmidi Marbe. Limdou Talmidi Marbe, enseigner à beaucoup d'élèves. Non, il y a marqué Vehamidou Talmidi Marbe. Comme Be'alotra. L'objectif, c'est pas que ils aient besoin de ton soutien constamment. L'objectif, c'est qu'ils soient indépendants. C'est ça l'objectif. Vehamidou Talmidi Marbe. Et c'est ce qui doit être omniprésent. Si on est trop présent chez un élève, chez un enfant, et qu'on crée une dépendance, on a échoué. Si on est totalement absent et qu'on est absent, on a échoué aussi. Donc ça veut dire qu'il faut un investissement qui insuffle une indépendance. Et ça, c'est pas simple. Parce que vous avez des gens qui sont étouffants et qui sont omniprésents. C'est-à-dire, ils ont éteint, au lieu d'allumer, ils ont éteint une flamme intérieure et ils font des robots. L'enfant, l'élève ne brille pas de sa propre lueur. Il est constamment, il est robotisé, il n'a pas de flamme personnelle. Donc c'est une forme d'étouffement. Mais d'un autre côté, il y en a qui n'ont pas de flamme parce qu'on n'a rien allumé. Personne ne les a inspirés. Donc il y a cette ambivalence et cet équilibre très délicat. L'objectif, c'est d'intervenir de telle façon à ce qu'on crée une flamme indépendante. Mais à l'autre état, créer une flamme indépendante, c'est une propre flamme, pas une flamme qui a besoin de mon soutien constamment. Une flamme qui va, attention, s'inspirer, mais être indépendante. Ça veut dire faire les choses parce qu'elle le souhaite, parce qu'elle le veut, parce qu'elle l'aime, parce que le rôle d'un éducateur, c'est pas de faire faire, c'est de faire aimer. Lorsque je fais faire, alors je suis constamment présent, même si après il le fait parce qu'il est robotisé. J'ai échoué. De faire aimer. Pour faire aimer, il faut insuffler quelque chose. Mais en plus, après avoir insufflé, quelque part, moi, je suis plus aussi présent, même si je continue à être une source d'inspiration, mais la chose est faite et voulue par l'enfant ou l'élève. Ça, c'est Béalotret Anerot, la façon dont il faut allumer les flammes. Dans le désert, quelque part, ce qui se passe, c'est un petit peu la même physionomie. C'est-à-dire que dans un premier temps, il fallait qu'ils soient bien assistés, mais ensuite, il fallait qu'ils acquièrent une forme d'indépendance pour être capables, tout en s'inspirant de ce dont ils se sont inspirés dans le désert, être capables d'agir indépendamment, d'agir seul, de décider ce qui est bon et ce qui est Retzon Hashem et ce que ne faut pas être sans arrêt, je ne sais pas quoi faire. A dit, on fait quoi? Si un enfant à 25 ans, il demande systématiquement à ses parents, je fais quoi? Là ou là? L'éducation a échoué. À 25 ans, il est censé être. Alors, il y a toujours des petites questions, mais pas de façon constante. C'est les gens qui sont accablés, abattus et complètement abétis même par l'éducation, ils ne savent pas ce qu'ils font. À 25 ans, qu'est-ce que je fais? Là, les da'atra, shlach lecha, les da'atra. C'est quoi les da'atra? Ça veut dire que j'attends de vous, mon cher Rabbeinu, dit le rabbi, a entendu les da'atra, ça veut dire les da'atra, c'est-à-dire que moi, je te dis rien. Maintenant, il va falloir, vous êtes sur le point d'entrer en Eretz Israël et vous êtes dans cette phase transitoire dans laquelle vous devez maintenant deviner ce qui est ma véritable volonté. Ce qui est ma véritable volonté. C'est ça les da'atra. Shelach lecha les da'atra. Mon cher Rabbeinu, c'est de cette façon. Qu'est-ce qu'on va gagner? Parce que, voilà. Alors, je vais vous dire, ce qu'on va gagner, c'est énormément de choses. C'est d'abord parce que si quelqu'un fait uniquement les choses parce que son père le lui demande et qu'il ne sait pas se diriger tout seul, alors ça va être un enfant toute sa vie, un assisté toute sa vie. L'objectif, c'est pas que de créer des enfants qui sont des assistés ou des robots. L'objectif, c'est de créer des enfants qui sont capables de décider, de vouloir, d'initier tout seul en s'inspirant des valeurs qu'on leur a inculquées. Donc oui, les da'atra, il va falloir maintenant, vous êtes sur le point d'entrer en Israël, il va falloir que vous entamez une nouvelle phase. Jusqu'à présent,
Il y avait des... Maintenant, Naasé, vous étiez dans le guédère de Naasé, maintenant vous devez être dans le guédère de Nishma. Nishma, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les choses et faire parce que vous le décidez, parce que vous le souhaitez et parce que vous arrivez à voir ce qui est Ritzon Hashem. Voilà comment Moshe Rabbeinu a perçu. Mais lorsque c'est les Datra, mais c'est la raison, on va envoyer. C'est pour ça qu'il leur dit aussi de ramener des fruits d'Eretz Israël, pour leur donner envie. Il va falloir donc que eux décident, souhaitent entrer en Eretz Israël. On ne peut pas mettre un enfant à la yeshiva, il ne veut pas, et tu le mets, tu le places. Non, il faut lui donner l'envie, le truc, c'est ça. Donc vas-y, rentre en Eretz Israël. Si tu vas à la yeshiva parce que je t'ai demandé, alors bon, je ne sais qu'est-ce que la yeshiva t'a apporté. Il faut aller à la yeshiva parce que tu as envie. Alors effectivement, à l'âge de 12-13 ans, il faut. Quand quelqu'un il prend un petit peu d'altitude, il est obligé de décider tout seul. Moi, je veux. Je veux. Alors il faut lui donner envie. Vous allez rentrer en Eretz Israël, quoi. Vous allez rentrer en Eretz Israël parce que je vous demande. Vous allez rentrer en Eretz Israël parce que vous souhaitez rentrer en Eretz Israël. Et maintenant, il va falloir que vous souhaitez rentrer. Vous débrouillez comment rentrer. Ok, moi je suis là, bien entendu. Hachem, il est là. Aval les Datra. Maintenant, il va falloir que vous fassiez preuve d'une forme d'indépendance équilibrée. Une indépendance équilibrée. L'indépendance équilibrée, c'est une indépendance où le feu, où la flamme brille dans le cœur de l'enfant de façon indépendante, mais elle puise son combustible, c'est les valeurs qu'on lui a offertes, qu'on l'a inculquées. Donc c'est uniquement dans le combustible. C'est pas moi qui allume la flamme. J'alimente la flamme à travers l'huile et la chorma que je lui ai donnée. Moi, je mets l'huile. Moi, je mets la mèche. Mais après, la flamme, elle brille. Mikor le combustible que je lui ai versé. Mais c'est moi qui l'ai. C'est pour ça que l'homme Israël devait rentrer dans un état d'esprit de l'Edatra. Et après, et là, attention, il faut savoir puiser sa force dans le combustible. Mais si on a l'impression que dorénavant on est indépendant et puis on est. Alors là, c'était l'erreur des Meraglim. L'erreur des Meraglim, c'est qu'ils ont oublié qu'il y avait un combustible qui les alimente et que même s'ils doivent être indépendants, fondamentalement, il y a toujours un soutien. C'est-à-dire, ils doivent utiliser ce soutien, mais pas être dépendants de ce soutien dans le sens où il faut le faire des choses par volonté, par amour, mais tout en puisant. Et eux, ils ont l'impression que quand ils devaient être indépendants, maintenant, ça y est, ils volent de leurs propres ailes sans véritable soutien, sans suffisant soutien. Là, il fait l'erreur. Voilà donc l'équilibre très, très sensible, très délicat de l'éducation et de l'indépendance qui doit être l'objectif de cette éducation. Donner envie de vouloir bien grandir. Donner envie de vouloir bien grandir. Laissez-moi réfléchir. Cierto, bueno.